Bienvenue pour cet épisode 4 où nous allons parler donc des fonctions Google Sheets pour continuer dans cette saison 9 où on parle des 140 fonctions Google Sheets prévues. Et donc aujourd'hui nous allons parler de 10 fonctions de la famille mathématique. Et c'est parti, sans plus attendre, nous allons passer du coup au fichier d'exercice que voici. Alors du coup les fonctions que nous allons aborder aujourd'hui: aller entre bornes, arrondi, count unique, ENT, mode, donc finalement ça va être mode, ce ne sera pas mode ou somme, NB si ensemble, NB vide, séquence, somme si ensemble, et sous total. Alors on va commencer sans plus attendre avec la fonction aléa entre bornes. Et donc dans cet exercice, nous souhaitons, à l'aide de la fonction aléa entre bornes, afficher une valeur numérique, donc chiffre ou date, etc. Donc entre deux bornes. Donc par exemple, je veux afficher une valeur numérique aléatoire allant entre 1 et 10, par exemple. Donc là, on va générer des nombres aléatoires entre, on va dire, entre 1 et 100, pour être plus large, entre 1 et 100. Donc égal, je vais faire appel à ma fonction aléa entre bornes, donc aléa entre bornes que voici. Comme indique l'aide de Google Sheets, il s'agit d'une fonction qui va afficher un nombre entier uniformément aléatoire, compris entre deux valeurs incluses. Ok, la première valeur, ça va être 1, et la deuxième valeur, ça va être 100, parce qu'on veut une valeur aléatoire entre 1 et 100. Et de cette manière, on obtient un nombre aléatoire allant entre 1 et 100. Et à chaque fois que je rafraîchis mon Google Sheets, on voit effectivement que ça me génère un autre nombre allant entre 1 et 100. Plutôt sympa. Ici, je veux générer des nombres négatifs. Donc, on va faire entre moins 1 et moins 100, en l'occurrence. Donc, aléa entre bornes. Le premier argument, donc c'est la valeur la plus petite, moins 1 et moins 100. Et de cette manière, on va pouvoir... Ah oui, alors, voilà, vous voyez, je fais des erreurs, comme quoi ça arrive toujours. C'est la valeur la plus petite, c'est moins 100. C'est pas moins 1, forcément, vu que plus on va vers la gauche, et plus c'est petit. Donc on va de moins 100 à moins 1. Et donc de cette manière, on va pouvoir générer donc, des valeurs négatives allant de moins 100 à moins 1. On va faire à la fois des nombres positifs et des nombres négatifs. Et du coup, il y aura également 0 qui sera un nombre nul. Mais en l'occurrence, on peut donc faire aléa entre bornes. Et en l'occurrence, on va mettre moins 100, 100. Donc tous les nombres allant de moins 100 à 100. Et de cette manière, effectivement, on va avoir des nombres. Alors pour le moment, on est tombé que sur des nombres positifs. Voilà un nombre négatif, moins 11, moins 71, etc. Vous avez compris le principe. Plutôt sympa. On peut même aller plus loin, et il faut donc bien se rappeler du fait que finalement, les dates dans Google Sheets, ce sont des valeurs numéraires. En l'occurrence, par exemple, si j'écris 5000, et ben 5000, c'est une valeur numéraire, c'est un nombre. Mais je vais pouvoir venir dans format et convertir ce nombre en date. Et donc, en fait, la date qui correspond à 5000, c'est le 8/09/1913. Donc là, on voit qu'on a deux dates, le 1er janvier 2022 et le 17 novembre 2022. Donc, 1er janvier de cette année et le 17 novembre qui est aujourd'hui. Donc, en l'occurrence, si je les convertis en nombre, on peut voir, je vais dans format nombre, hop, s'il veut bien, format nombre. Et donc de cette manière, si je passe au format nombre, ce qui va se passer, c'est que on a l'équivalent numéraire de ces dates, 44 562 et 44 882. Ok, c'est bien compris. Je vais revenir sur le format date. Et donc ça veut dire que finalement, je peux aussi utiliser aller entre bornes sur ces dates, sachant que ce sont des valeurs numéraires. Donc en l'occurrence, ici, je vais utiliser ma fonction aléa entre bornes, mais au lieu de sélectionner des valeurs numéraires, donc des nombres, je vais sélectionner comme date ma date de début, donc comme valeur numéraire minimum, je vais choisir D8, le 1er janvier 2022, et je vais ensuite choisir le 17 novembre 2022. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va me générer des dates aléatoires entre le 1er janvier 2022 et le 17 novembre 2022. À chaque fois que je rafraîchis, on peut voir effectivement dans cette cellule qu'il y a du coup une nouvelle date qui est générée entre le 1er janvier 2022 et le 17 novembre 2022. Ce qui est vraiment sympa. Et donc pour la dernière partie, donc ça c'est si on souhaite par exemple générer des dates aléatoires entre aujourd'hui et il y a un an. Ah oui, c'est très pertinent effectivement. Il faut savoir qu'on ajoute plus 1 ou on enlève moins 1 à chaque fois qu'on veut incrémenter une date ou décrémenter une date. En l'occurrence, ce qu'on peut faire ici, donc ça va être aléa entre bornes. Pour la date d'aujourd'hui, on va utiliser la fonction. Il y a une fonction qui permet de manipuler les dates que vous avez vu dans l'épisode date.
qui est déjà passé, si je dis pas de bêtises, où on va pouvoir mettre donc la fonction aujourd'hui, qui va afficher la date actuelle sous forme de valeur de date. Et ensuite, point virgule, pour la date aujourd'hui, alors je dis des bêtises, aujourd'hui moins 365, parce qu'on veut le prendre il y a, s'il veut bien, aujourd'hui moins 365, ici. Donc ça, c'est la date de il y a un an, jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, donc que je mets ici. Donc j'ai mon aléa entre bornes. Premier argument d'aléa entre bornes, c'est aujourd'hui moins 365, que vous voyez juste ici. Et deuxièmement, qui est aujourd'hui. De cette manière, lorsque je fais ça, ça me générait à chaque fois des dates aléatoires. Alors, je vais enlever la suggestion automatique. Ça va me générer des dates aléatoires entre l'année dernière et aujourd'hui de manière dynamique. Si demain, je retourne sur le document, ça sera il y a un an par rapport à demain, et ça sera par rapport à la date de demain, etc. etc. Si je regarde dans 5 ans ce même fichier, eh bien, ça sera par rapport à il y a un an dans 5 ans, donc à savoir dans 4 ans. Voilà. Et on peut également le répondre en array formula, si je dis pas de bêtises. Non, ça marche pas. Ouais, je crois que ça marche pas. Alors dans l'exemple, non, il n'y a pas d'array formula pour aller en borne. C'est vrai que c'est une fonction qui ne fonctionne pas en array formula. Donc ça c'est OK. Voilà, donc on a le corrigé ici. Hein, effectivement, on voit que c'est bien le cas. OK, on va passer sur arrondi. Donc dans cet exercice, nous souhaitons à l'aide de la fonction arrondi, arrondir avec ou sans décimale une valeur numérique de la plage A8 à 18. Et il est possible d'arrondir par défaut à l'entier ou à la décimale et à l'arrondi inférieur ou supérieur. On va voir tout ça ensemble. Donc déjà, ce qu'on veut faire, c'est qu'ici, on a un certain nombre de nombres, on a une liste de nombres, on va dire, et on veut déjà arrondir ces nombres-là à l'entier. Alors, cela sert dans quel cadre? Ça peut servir dans différents cadres. Si tu veux, par exemple, tester, je sais pas moi, j'essaie de trouver un exemple. Si tu veux, par exemple, générer une base de données avec des données aléatoires pour faire des statistiques sur des probabilités que telle valeur sorte par rapport à tel événement. Par exemple, tu as un lancer de dés qui va de 1 à 6 et tu veux voir quelle est la probabilité de tomber sur la valeur 3 sur 100 lancers, par exemple, pour faire des statistiques. Il y a peut-être d'autres cas de figure que je n'ai pas en tête dans l'immédiat. Peut-être que d'autres personnes veulent bien en parler dans le chat. Index sur une liste pour une tombola, par exemple. Voilà, si tu organises une tombola, tu peux faire un sheets où effectivement tu vas avoir à chaque fois un nombre aléatoire généré qui va venir récupérer telle valeur dans une liste. Et donc ça peut être pas mal. Ok, donc ici on va utiliser la fonction, alors la fonction UNT, si je dis pas de bêtises, non, pas UNT, arrondi, ok. La fonction arrondi, bah oui, en plus on en parle, c'est le nom de la. Donc ici, si on veut arrondir un nombre entier, on va donc écrire égal arrondi, ok, égal arrondi, on va venir chercher notre valeur. Ici, 340,48, ok. Et donc ça arrondit automatiquement, alors je ne vais pas prendre la suggestion automatique, ça arrondit automatiquement notre valeur. On va pouvoir également, évidemment, toujours et encore, le répandre avec array formula, et là on voit effectivement que ça arrondit au nombre, ça arrondit le nombre à l'entier. Donc plutôt cool. Maintenant, si je veux faire pareil, mais plutôt l'arrondir à 2 décimales, à ce niveau-là, je vais devoir utiliser un autre argument de ma fonction arrondi. Donc je vais faire égal arrondi. Voilà. Et là, on voit que j'ai un argument qui est la valeur et un argument qui est la décimale. Eh bien, je vais sélectionner ma valeur. Alors, s'il veut bien le faire correctement, ma valeur ici, c'est A8, ça ne change pas. Ok, donc arrondi à 8. Et en deuxième argument, je vais indiquer le nombre de décimales que je souhaite garder. Donc ici, je souhaite en garder 2, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Oui, 2 décimales, exactement. Et donc, de cette manière, paf, voilà, on a bien les 2 décimales qui apparaissent de cette manière. Et je vais pouvoir, encore une fois, je me répète, mais le répandre avec un array formula, mettre à jour ma plage. Et de cette manière, j'ai bien mes nombres arrondis à 2 décimales. Je peux même aller plus loin. Alors par défaut, l'arrondi va récupérer, donc là on a par exemple 48, 48, 1, etc. Eh bien il va l'arrondir à 48 parce que la valeur suivante c'est un 1. Mais dans le cas de 51 ici, des décimales à 51, on a 51, 8, donc c'est plus proche de 52 que de 51. Donc automatiquement il va l'arrondir à 52. Mais je vais pouvoir également, moi de mon côté, décider s'il doit l'arrondir du coup à la valeur inférieure ou à la valeur supérieure. Pour ce faire, je vais utiliser la fonction arrondi, arrondi.infin, pour faire un arrondi
un nombre inférieur. Donc là, je vais choisir tout simplement cette fonction. Je vais sélectionner ma valeur qui est à 8, et ensuite, je vais pouvoir donc lui indiquer que je veux arrondir à 2 décimales. Toujours pareil. La seule différence ici, c'est qu'au lieu d'arrondir sur la valeur supérieure, bon, ici 48, c'est pas le bon exemple, mais je vais le répondre immédiatement avec arrêt formula. De cette manière, en fait, on peut voir, je vais prendre l'exemple est-ce que j'ai un exemple? J'ai pas d'exemple, j'ai l'impression. Non, pour le coup, non. Mais ici, on va bien voir la différence quand je vais l'arrondir à la valeur supérieure, donc arrondi sup pour faire l'inverse, donc pour arrondir à la valeur supérieure. Alors, ligne 14. Ligne 14, ah bah oui, ligne 14, effectivement, voilà, au lieu d'arrondir à 98 ici, on le voit bien, il arrondit à 97. Là, typiquement, il devrait arrondir à 98. On le voit ici, hein. 98, il arrondit à 97 à la place. Ah bah même à la ligne 11, en fait, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, je l'ai zappé. Il y a tellement de nombres et de chiffres qu'on passe à côté de la chose. Mais effectivement, on voit ici l'arrondi classique qui arrondit à 0,9, eh bien, pour arrondir à la valeur inférieure, on arrondit à 0,8, effectivement, pour la ligne 11. Et pour faire l'inverse, on va plutôt choisir arrondi.sup. Et là, toujours le même principe, on sélectionne notre plage, A8, double point A, on veut 2 décimales, donc point virgule 2, et on va l'incrémenter, j'ai oublié comment on disait ça, on va le mettre dans un arrêt formula. On va l'imbriquer, voilà, je cherchais le terme imbriquer. On va l'imbriquer dans un arrêt formula. Et donc là, effectivement, on voit que le 340,48 est arrondi à la valeur supérieure, donc 49, le 42 au 43, etc. Vous avez compris le principe, ça permet d'arrondir du coup à la valeur supérieure plutôt que la valeur inférieure. Donc ça, c'est OK. OK, on va passer à count unique. Donc count unique, pour le coup, hein, on veut ici compter le nombre, alors le nombre total de références. Ici, on en a 20. On a 20 références, donc deux listes de 10 références. Et moi, je veux savoir le nombre de références uniques. Parce qu'il y a des doublons. Hein. On peut voir qu'il y a des doublons là, par exemple, notamment à la première ligne directe, on voit qu'il y a un doublon ici. Et donc, moi, je veux sortir uniquement le nombre de valeurs uniques, le nombre d'occurrences uniques dans la liste suivante. Et là, c'est une fonction très simple qui va droit au but, égale count unique. Et on va sélectionner notre plage. Donc ici, A8B. A8B, oui, pas A8C. Attention, A8B. Et de cette manière, on peut valider et on voit qu'on a 14 occurrences uniques, effectivement. Count unique qui est vraiment très simple, hein, qui prend donc un seul argument qui est la plage, où on va venir scruter pour voir quelles sont les valeurs uniques. Ok. Absolument, absolument, Fabien, effectivement. Bon, il y a plein de possibilités pour faire des listes déroulantes dynamiques. Je pense que tout ce qui est imaginable peut être mis en place pour faire des listes déroulantes, mais c'est vrai que count unique peut être pas mal. Après, on peut également créer ces listes déroulantes. Mais il me semble que par défaut, si on prend une liste déroulante, alors je vais faire le test, c'est une très bonne question. Il me semble que ça prend déjà, ça dédoublonne par défaut. Là, si je fais donc données, validation des données, et je crée une liste à partir d'une plage, ok, et je vais prendre ma plage là de référence, ok, je crois que ça dédoublonne déjà de base, hein. Donc il n'y a pas besoin d'utiliser count unique. Donc là, je vais faire refuser la saisie, par exemple, hop, et effectivement, on n'a pas de doublon, j'ai pas l'impression. Alors on va compter, hein, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ouais, on a bien 14, donc il n'y a pas de doublon. Donc tu n'as pas besoin de faire count unique, en tout cas pour les listes déroulantes, tu n'as pas besoin de faire ça. J'ai du texte, oui, bien sûr. Bah là en l'occurrence, c'est du texte, hein, manuel. C'est considéré comme des chaînes de caractères. Dans mon cas de figure, vu qu'il y a le WKO au début. Ça marche bien avec du texte. Ok, donc là, je vais supprimer ma liste déroulante. Ok. Hop. Eh bien, je poursuis. Hein, je vais passer à ENT. ENT. Ah bah voilà, donc on en parle, le ENT. Hein. Nous souhaitons, à l'aide de la fonction ENT, convertir la plage décimale. Donc ici, on voit qu'on a une plage avec des valeurs décimales. On souhaite les convertir au nombre entier les plus proches, inférieurs aux valeurs décimales. Eh bien, c'est parti. ENT égale ENT. ENT qui arrondit un nombre entier à l'entier, inférieur le plus proche. Donc là, je sélectionne ENT.
et je vais choisir donc A8 et on voit que ça marche nickel. Je ne sais pas s'il est déclinable en arrêt formula, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude d'utiliser, on va tester. Ouais, ça marche nickel, super. Donc là, il est déclinable en arrêt formula. Donc de cette manière, arrêt formula, ENT, on choisit la plage et ça marche super nickel. On a bien nos valeurs inférieures à l'entier inférieur. Ok, je vais passer à la fonction mode. Alors peut-être que c'est une fonction que vous avez moins l'habitude de voir, effectivement, parce que c'est pas une fonction habituelle, j'ai envie de dire, c'est pas quelque chose qu'on va forcément mettre en place de manière automatique, mais ça peut être intéressant dans certains cas de figure. Le mode, en fait, la fonction mode, ça permet de calculer le modulo d'un nombre par rapport à un diviseur. Le modulo, en fait, ça va être ENT est donc similaire à tronc. Alors pas tout à fait parce que tronc, il va pas forcément le faire à l'entier inférieur, si je dis pas de bêtises. Ah si, forcément, oui. Forcément, oui, c'est similaire. Le résultat va être similaire. Après, c'est pas la même logique. Parce que tronc, tu vas devoir préciser où est-ce que tu veux tronquer ta valeur, alors que ENT, lui, il va juste prendre l'entier inférieur le plus proche. Donc, tu vas pas pouvoir désigner justement l'endroit où tu vas tronquer. Parce que tronc, tu pourras l'utiliser pour justement faire une troncature avant ou après, du coup, la virgule. Donc, finalement, ça peut être un nombre entier ou non avec tronc. Alors que ENT, ça renvoie vraiment à un nombre entier qui va effectivement être tronqué, on peut le dire, de cette manière. Donc voilà. Concernant le modulo, donc ça permet de calculer, pour ceux qui sont pas à l'aise forcément avec ce que c'est que le modulo, ça permet de calculer en fait le reste de la division. Je m'explique. Par exemple, si on prend 41 et qu'on le divise par 16, par défaut, alors je vais faire le calcul sur Google, 41 divisé par 16, on obtient 2,56. 2,56. Mais ça ne nous donne pas la réponse du modulo. Le modulo, en fait, c'est de savoir quel est le reste. Par exemple, si je fais dans 41, combien de fois je peux mettre 16 en entier? Bah, ça va être 2. Si je fais 16 fois 2, j'obtiens bien 32. Par contre, si je fais 16 fois 3, bah là, je dépasse le 41. Et ça ne va pas. Donc, en fait, je vais rester sur 16 fois 2 qui est 32. Et la différence entre le multiple de 16 le plus élevé et ma valeur de base, donc 41 moins 32, ça c'est le reste de la division. Et en fait, grâce à la fonction mode, on va pouvoir calculer très rapidement le reste de la division. Donc là, on va faire le test. Donc égal mode, opérateur modulo, donc le reste, comme je l'ai expliqué, hein, de la division. Je vais prendre ma valeur 41 en tant que premier argument. On va pouvoir afficher l'aide pour vous montrer. Effectivement, donc ça affiche le résultat de l'opérateur modulo, donc le reste après une division. La dividende, donc la valeur qu'on va venir diviser, c'est 41. Là, on l'a précisé, c'est A8. Deuxième argument, c'est le diviseur. On va le diviser par 16. Et donc, évidemment, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, lorsqu'on fait ça, on obtient une valeur qui n'est pas, qui fait qu'il y a un reste, en fait. On ne peut pas diviser de manière entière. Donc, finalement, on obtient 9, qui est bien la différence entre le multiple de 16, 16 fois 2, qui est donc 32, et 41. Et de cette manière, on va pouvoir effectivement également étendre. Et on voit que, par exemple, 401 divisé par 12, eh bien, on peut faire un certain nombre de fois 12 et on va avoir un reste qui est un modulo qui est de 1. Pour 160, 160, c'est un multiple de 20. C'est un multiple de 20. Donc, on n'a pas de reste. On n'a pas de modulo, etc., etc. Je ne sais pas si mes explications sont assez claires pour tout le monde. J'essaye vraiment de vulgariser au maximum le concept de modulo. En tout cas, de cette manière, on va pouvoir également l'appliquer donc avec un arrêt formula. Donc là, je vais choisir ma plage. Ensuite, je vais choisir ma seconde plage. Et pour terminer, je l'applique à un arrêt formula et on voit que ça marche super nickel. D'ailleurs, petite astuce, pour savoir si un nombre est pair ou impair, il y a une technique. Il me semble qu'on peut le faire sur Sheets. D'habitude, je le fais plutôt lorsque je scripte sur du JavaScript, mais je pense que ça peut passer également sur du Sheets. Par exemple, si je veux savoir si ma valeur 41 est pair ou impair, bon, évidemment, je le sais par défaut, mais admettons que dans une fonction, il y a un nombre qui est généré aléatoirement, par exemple avec l'aide de borne aléa. En fait, je suis bête parce que sur Sheets, il y a les fonctions et pair. Ouais, pair et impair, je crois qu'ils y sont. Ouais, pair et impair. Ils y sont. Oubliez ce que je viens de dire. On peut utiliser les fonctions de Sheets.
Alors Denis, tu dis ça marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que tu as? Regarde, je vais te montrer un petit peu de mon côté ce que j'ai fait. Alors la version array formula, elle est là, hein. Donc tu as array formula, tu as ta fonction mode, tu choisis ta première plage de diviseur, de dividende, pardon, et ensuite ta deuxième plage de diviseur. Et évidemment, si je dis pas de bêtises, si tu prends pas la bonne, si tu n'as pas le bon nombre de diviseurs par rapport à dividende, tu vas obtenir des erreurs. Donc il faut qu'il y ait le même nombre. Si la colonne C, c'est toujours divisé par 16. Ah oui, ok, c'est possible. C'est possible, c'est possible. On va faire le test. Si on fait 401 divisé par 12, on obtient combien 33. Donc on fait 12 fois 33. 12 fois 33. On obtient 396. Et du coup, c'est quoi? C'était 401. 401 moins 396. Ouais, non, effectivement, tu as raison. Là, on obtient 5, alors qu'ici... Ah bah non, c'est juste. On obtient bien 5, c'est juste, c'est juste. Non, non, ça calcule bien à chaque fois avec la valeur qu'il faut. En C8, tu as mis 16. Ah oui, ok, ouais. Tu parlais de C8. Effectivement, effectivement. Ça, c'est... Bon, après que je mette 16 ou que je mette B8, ça change rien. Mais du coup, ici, effectivement, quand je l'ai étendu, ça a tout cassé. Ok. Bien vu, bien vu. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ok, top. Bah, merci pour l'info. J'aurais pas vu passer, effectivement. Faites bien attention, hein, effectivement, à bien mettre les bonnes références partout. Ok, bah merci pour l'info. Ouais, c'est mieux, effectivement. Merci, Denis. On va passer donc à la fonction NBC ensemble. NBC ensemble, que voici. À la fonction NBC ensemble, donc dans cet exercice, nous souhaitons, à l'aide de la fonction NBC ensemble, compter le nombre de références de la plage A8 à 15 en fonction d'une ou plusieurs conditions. Alors, donc là, on a un certain nombre de mots, donc hello, shell, mêlée, pelle, pneu, sel, shell, Eldorado. Moi, je vais imprimer le nombre de références contenant la chaîne de caractères shell. Alors, on va commencer. On sait qu'on va parler de la fonction NBC ensemble. Donc, on va utiliser NBC ensemble, que voici, NBC ensemble. Et donc, en l'occurrence, qui affiche le nombre total de cellules d'une plage respectant plusieurs critères. Premièrement, premier argument, ça va être la plage. On va prendre notre plage qui va de Hello à Eldorado. Une fois qu'on a pris cette plage, on va indiquer le premier critère. Donc notre critère, ça va être de prendre ça va être de vérifier que cette même plage prend le mot shell, je crois que c'est shell, hein. Le mot shell, ouais, c'est ça. Donc je vais indiquer shell. Ok, donc A8 à 15 contient le mot shell de cette manière. Et je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout, on n'a pas d'autres critères à mettre. On n'a pas d'autres critères à mettre. Donc là, je peux directement fermer ma fonction. Et on voit qu'il y a deux références contenant la chaîne de caractères shell. Effectivement, on a shell en A9 et shell en A14. Donc de cette manière, on peut rapidement voir le nombre d'occurrences, le nombre de chaînes de caractères contenant telle autre chaîne de caractères. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On veut voir le nombre de références différentes de shell, donc qui est différente de shell, mais qui contient la chaîne de caractères L, EL. Alors, c'est parti. Donc, NB, ici ensemble. Je vais sélectionner ma plage pour ne pas changer, hein, c'est toujours pareil. Je sélectionne ma plage. Et donc, ici, moi, je veux des valeurs différentes de shell. Et donc, si je veux des valeurs différentes de shell, je vais lui dire, alors, donc, tu vas prendre tout sauf shell. Donc là, je lui fais un petit signe plus petit que, plus grand que, qui me dit que des valeurs différentes. Donc, ça signifie différent de shell. Donc là, il m'en imprime 6, c'est plutôt logique, parce que par défaut, on a ici 8 références, il y en a 2 qui contiennent shell, donc il y en a forcément 6 qui ne contiennent pas shell. Donc plutôt cool. Maintenant, je vais rajouter mes arguments qui vont me permettre de rajouter ma deuxième condition. Donc, voyons voir au niveau de l'aide, qu'est-ce qu'il nous dit? Il faut rajouter la plage de critère 2. C'est la même plage, donc on va reprendre la même plage une fois de plus. Et ensuite, on va indiquer notre deuxième condition. Donc notre deuxième condition, c'est qu'ils contiennent le mot EL, la chaîne de caractères EL. Par contre, si je le mets comme ça, il va chercher uniquement les chaînes de caractères qui sont strictement égales à EL. Donc là, ça ne va pas. Je vais rajouter une étoile à la fin et au début pour lui dire, peu importe ce qu'il y a avant et peu importe ce qu'il y a après L, tant qu'il y a L, tu me l'acceptes.
de cette manière. Et donc je valide, et là effectivement on obtient 4 résultats. Voyons voir, on a bien hello, où il y a bien EL dedans, mais qui n'est pas shell, donc ça passe. La shell, ça rentre pas en cas de figure. Mêlé, alors là on a un accent, ça passe pas. Pelle, donc là on l'a bien le EL, donc ça fait 2. Pneu, sel, ça fait 3. Shell et Eldorado, on a bien EL, ça fait 4. Et on a bien 4 résultats, 4 références contenant la chaîne de caractères EL, mais différent de Shell. Je vous affiche là d'ici, si jamais. Et donc voilà, plutôt cool cette fonction qui permet très rapidement de calculer ce genre de manip, de faire ce genre de manip. On va passer à NBVid. Alors là, comme son nom l'indique, il va tout simplement afficher le nombre de cellules vides, plutôt intuitif. Là, c'est pas compliqué. Il prend en charge qu'un seul argument. Donc on écrit NBVid. On voit effectivement qu'il prend... bon, il peut prendre plusieurs arguments, autant pour moi, mais du coup, ce sont que des plages. Il prend qu'un seul type d'argument. Ça va être donc les plages. Si on a plusieurs plages discontinues, par exemple, on va pouvoir les indiquer et les séparer par des points-virgules. Ici, on n'a qu'une seule plage qui n'est pas discontinue. C'est toute cette plage-là. Et donc, je peux tout simplement valider nb.vid A8C14. Je peux mettre A8C d'ailleurs, hein, c'est pareil, vu qu'on est en bas du document. Et on obtient 4. On a bien 1, 2, 3 et 4 cellules vides. On a bien 4 cellules vides. Donc, la fonction calcule bien le nombre de cellules vides. Voilà, nbvid A8C. OK. On va passer à la fonction séquence. Donc, dans cet exercice, nous souhaitons, à l'aide de la fonction séquence, créer un tableau de date de 7 colonnes et 5 lignes démarrant aujourd'hui. Alors, je vous montre ça immédiatement. Donc, séquence, ça permet de créer des tableaux avec un nombre de colonnes et de lignes qu'on va définir au choix, avec également, du coup, une séquence dans ce tableau. Une séquence, ça peut être, par exemple, à chaque fois, on incrémente tel ou tel nombre à telle ou telle valeur précédente. Je vous montre ça immédiatement. Là, par exemple, si je prends l'exemple, ici dans la syntaxe, vous voyez, donc dans la syntaxe, il y a un exemple qui est séquence 3-3 coucou. Bah, je vais vous le montrer, donc séquence 3-3 coucou. Donc là, c'est pas l'exercice pour moi, c'est vraiment autre chose. Donc le nombre de lignes, 3, le nombre de colonnes, 3, et ensuite, bah, on va écrire coucou. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va me créer, alors s'il veut bien, ah ok, bah, il veut que des valeurs de type nombre. Ok, bah, donc l'exemple n'est pas pertinent. Ok, donc, je vais reprendre, c'est pas grave. Donc on va mettre 3-3 et on va mettre 50 par exemple. Et donc là, ce qui se passe, bah, il me l'a fait au format de date. Je vais les mettre au format nombre juste pour l'exemple, pour la démonstration. Et donc là, il me crée une séquence par défaut où il incrémente 1 à chaque fois dans chaque cellule de mon tableau. Bah, plutôt pratique. Donc à ce niveau-là, je vais pouvoir, moi, donc reprendre ma fonction séquence. Et là, je vais donc bien respecter la consigne de l'exercice, qui est de créer un tableau de date de 7 colonnes et de 5 lignes démarrant aujourd'hui. Donc je vais faire égal séquence. Et je vais suivre donc l'aide indiquée par Google, qui est le nombre de lignes. Donc on veut combien de lignes? On en veut 5. On veut combien de colonnes? Donc c'est le deuxième argument. On en veut 7. Puis on va pouvoir indiquer ce qu'on veut comme valeur de début. Donc comme valeur de début, bah, je veux la date d'aujourd'hui. Donc je vais mettre la fonction aujourd'hui. Et voilà, donc là c'est tout bon. Par défaut, il incrémente automatiquement 1. Donc 17, 18, 19, 20, 21, 22. J'ai bien mon tableau de 5, de 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes, 7 colonnes, pardon, et 5 lignes. 7 colonnes et 5 lignes, où on voit qu'il incrémente à chaque fois de 1. Et évidemment, je peux un peu plus personnaliser ma fonction si je le souhaite. Comme on peut le voir, il y a encore un dernier argument facultatif dans lequel je peux choisir justement la valeur de variation de chaque valeur de la séquence. Voilà. Et donc en l'occurrence, je vais pouvoir donc lui dire 2 par exemple, ce qui veut dire qu'il va rajouter non pas 1, mais il va incrémenter 2 à chaque fois. Donc là, 17, 19, 21, 23. Mais je vais pouvoir également décrémenter avec moins 1 par exemple. Moins 1. Et donc là, ça veut dire qu'il va à chaque fois enlever une date. Donc on passe du 17 au 16, puis au 15, puis au 14, au 13, etc. Est-ce que c'est OK pour cette fonction séquence? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? OK, parfait. Top. Parfait. Donc on va passer à la fonction somme si ensemble. Et là, on voit déjà le corrigé qui apparaît. C'est pas grave. En l'occurrence, dans cette fonction somme si ensemble, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire une somme si certaines conditions sont réunies.
Donc là, j'ai deux colonnes. J'ai une colonne avec des nombres aléatoires allant entre 1 et 100, et on peut noter effectivement que on utilise la fonction aléa entre bornes, hein, qui permet de générer des nombres aléatoires allant entre 1 et 100. Si je rafraîchis mon Google Sheets, on voit que ça génère à chaque fois un nombre aléatoire entre 1 et 100 dans ma colonne A. Et ici, un autre aléa entre bornes qui va générer un nombre aléatoire entre 0 ou 1. Donc on a deux colonnes. Une colonne où on a un nombre entre 1 et 100 et un nombre entre 0 et 1 dans le deuxième. Ok, les nombres entiers, évidemment, hein, systématiquement. C'est bien le principe de aléa entre bornes. Maintenant, moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire la somme de tous ces nombres-là, à condition qu'ils soient supérieurs à 50. Donc là, je vais juste prendre la colonne A en compte pour ma première fonction. Et là, je vais commencer à la mettre en place. Donc c'est parti. Somme si ensemble, qui effectue la somme d'une plage en fonction de plusieurs critères. Et donc là, on va indiquer notre plage de somme. Alors, s'il veut bien me le faire correctement, hop, je vais fermer ça. Donc, somme si ensemble, je vais indiquer ma plage, donc A8A. On va mettre A8A. Ensuite, point virgule. Et conformément à l'aide aux fonctions de Google Sheets, on voit que je vais devoir indiquer ma plage de critères. Bah, ma plage de critères, c'est la même plage. C'est la même plage. Donc, je vais remettre A8A. Donc là, je vais mettre A8A. Et enfin, point virgule, je vais indiquer tout simplement la condition que je vais appliquer à cette plage critère. La condition, c'est quoi? C'est supérieur à 50. De cette manière, je mets entre guillemets, vu que c'est une chaîne de caractères. Et de cette manière, donc, on lui dit, OK, somme si ensemble, tu vas prendre la plage A8A, et tu vas faire la somme de cette plage, à condition que sur cette même plage, tu ne prennes que les valeurs supérieures à 50. Je valide, on obtient 587. Super. Et quand je rafraîchis, évidemment, à chaque fois, ça va recalculer par rapport à si il y a une valeur supérieure à 50 ou non. Top. Maintenant, ici, je vais faire une autre somme. Je vais faire une somme uniquement si la colonne B, donc la cellule de la colonne B de la même ligne, est égale à 1. C'est-à-dire que, là, par exemple, je ne vais pas prendre 86 parce qu'il y a un 0 à côté. Je vais prendre 34 parce qu'il y a un 1. Ok, donc je vais prendre 34, je vais l'additionner avec le 62 parce qu'il y a un 1. Je vais l'additionner avec 87, je vais l'additionner avec 65, je vais l'additionner avec 44, etc. Je vais additionner uniquement les valeurs qui sont sur la même ligne qu'un 1 et non pas les valeurs qui sont sur la même ligne qu'un 0. Pour ce faire, pareil, somme si ensemble, somme si ensemble. Ici, je vais sélectionner ma plage A8A. Ok, donc c'est la plage où je vais faire ma somme, A8A. Je vais indiquer la plage où je vais vérifier ma condition. Donc là, ça va être B8B, pour le coup. C'est là-dessus qu'il y a ma condition. Et ensuite, je vais lui dire quelle est ma condition. Ma condition, c'est que ce soit égal à 1. Ou du moins, en tout cas, différent de 0. C'est pareil, hein. Je peux mettre aussi le signe différent de 0, de cette manière. C'est le même principe. On obtient le même résultat. Et donc là, bon, je vais faire égal à 1. OK. Et donc, de cette manière, on voit que ça marche. À chaque fois que je rafraîchis, eh bien, ça calcule bien la somme uniquement des valeurs où il y a un 1 sur la même ligne. OK, top. Et maintenant, je vais faire les deux conditions réunies. Donc, à la fois la somme si la valeur est supérieure à 50, à condition également que à la même ligne, on ait un 1, donc la colonne B. Comment est-ce que je vais faire? Plutôt simple. Je vais sélectionner ma plage. Avant de sélectionner ma plage, je vais écrire somme si ensemble, chaque chose en son temps. Donc somme si ensemble. Ensuite, à partir de là, je vais sélectionner ma plage de calcul. Rien ne change pour le moment. A8A. Point virgule. Et là, on va regarder au niveau de l'aide. On voit qu'on peut mettre plage critère, puis critère 1. Plage critère 2, critère 2. Donc en fait, on peut mettre autant de plages et autant de critères qu'on veut. Donc là, à ce niveau-là, je vais mettre ma première plage critère, c'est la même plage, A8A. Et du coup, ma condition, c'est que A8A soit supérieur à 50. Jusque là, tout va bien. On va obtenir le même résultat qu'à la première, au premier calcul ici, hein, donc c'est 13. Nous, on veut rajouter une deuxième condition. Donc là, on va rajouter la deuxième condition. Donc B8B. C'est-à-dire de mettre égal 1 comme condition numérique, on peut juste mettre 1. Oui, oui, c'est possible, c'est possible. Après, j'ai pas fait le test, c'est possible. Faudrait que je fasse le test tout à l'heure. Mais si tu me dis que c'est le cas, c'est très certainement possible. On va faire le test là. Donc B8B,
OK, donc c'est ma deuxième plage critère. Et donc je vais indiquer ma deuxième condition. La deuxième condition, c'est donc, je vais tester avec le 1, et donc on obtient 313. Si je rajoute le égal, on obtient exactement la même valeur. Donc tu as bien raison, effectivement, Odilon, on n'a pas ce besoin de mettre la signe égale. Donc on peut tout simplement écrire 1. Et de cette manière, on obtient bien le résultat des deux conditions réunies, donc pour les valeurs supérieures à 50, qui sont sur la même ligne qu'une valeur est égale à 1 dans la colonne B. Donc là, ça va faire la somme typiquement de 67, plus 75, plus 62, plus 59, et c'est tout. Et c'est donc avec mes données à moi, évidemment, à décliner avec vos données à vous. Donc remplacer les plages par les bonnes plages. Ça fait un lien, alors que c'est pas censé faire un lien, mais vous avez compris l'idée. Ok, donc on va passer à la fonction sous-totale. Dans cet exercice, nous souhaitons, à l'aide de la fonction sous-totale, calculer la moyenne, le nombre de valeurs, la valeur maximale et minimale, ainsi que la somme des nombres suivants. Alors je sais que ça peut paraître beaucoup comme ça, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. En fait, avec la fonction sous-totale, il faut bien comprendre qu'on peut faire plein de types d'opérations. Je vais vous montrer. Sous-total, en fait, sous-total, ça permet d'afficher un sous-total d'une plage verticale de cellules en utilisant une fonction d'agrégation spécifiée. Je vais vous montrer exactement les différentes fonctions d'agrégation qui sont dispo ici dans la fonction sous-totale. Dans la fonction sous-totale, on peut faire la moyenne, on peut calculer le NB, donc le nombre de valeurs numéraires, le NBval, le nombre de valeurs, la valeur maximale, la valeur minimale, le produit, l'écart type produit, la somme, var produit. Donc on peut faire vraiment pas mal de choses. En l'occurrence, ici, pour la première étape, je veux calculer la moyenne. Donc pour calculer la moyenne, je vois que le code fonction relatif à la moyenne, c'est le chiffre 1. Donc, déjà, ici, premier argument, code fonction, je veux faire la moyenne, donc je vais mettre le chiffre 1. C'est parti, chiffre 1. Ok, donc là, c'est-à-dire que je dis à sous-total que je vais calculer la moyenne. Je vais calculer la moyenne de quelle plage? Là, je vais lui indiquer la plage. C'est cette plage, les nombres qui sont ici. Voilà, j'ai un certain nombre de nombres, ce qui va jusqu'à A44, je vais mettre A8A. Et donc, de cette manière, à l'aide de sous-total avec le chiffre 1 en argument, en premier argument, et ma plage en deuxième argument, je peux calculer la moyenne très facilement, et la moyenne du coup de tous ces nombres, c'est 52,5. Et vu que c'était des nombres aléatoires qui sont générés avec aléa entre bornes, à chaque fois que je vais rafraîchir mon sheet, évidemment, ça va générer d'autres chiffres. Sans plus attendre, sans trop traîner, parce que je vois qu'il est déjà 57, je vais faire un autre sous-total, pardon, je mélange tout maintenant, un autre sous-total, dans lequel, cette fois-ci, je vais calculer le nombre de valeurs. Donc là, ça va être NBval, et NBval, je vois que c'est la valeur numéro 3, juste à droite dans l'aide que j'ai ouvert. Donc je vais faire 3, et je vais indiquer ma plage, de cette manière. Donc A8A. Et de cette manière, j'ai calculé le nombre de valeurs. On voit qu'il y a 37 valeurs ici, dans ma liste de nombres. Valeur maximale, alors j'enchaîne, sous-total. Pourquoi utiliser sous-total plutôt que les fonctions moyennes, NBval, etc. Je vais en parler. Je termine juste. Donc là, sous-total max, c'est le chiffre numéro 4. Donc là, je vais mettre sous-total 4. Et encore une fois, je vais indiquer ma plage A8A. Alors, je vais ensuite faire pareil pour la valeur minimale. Je vais faire un copier-coller et je vais remplacer ici ça par un 5. Et dernièrement, qu'est-ce qui est demandé? C'est la somme. Donc là, je vais faire la somme. La somme, c'est le numéro 9. Ok, c'est parti. Donc, hop, et numéro 9. Ok. Alors, pourquoi utiliser sous-total plutôt que les fonctions moyenne, NBval, max, min, somme, qui font déjà le même taf? Eh bien, c'est très simple. Quand tu utilises des filtres, quand tu es sur une feuille où tu mets en place des filtres, là, je vais faire un filtre. Vue filtrée ou filtre, peu importe. Moi, j'utilise tout le temps la vue filtrée, mais ça peut être également un filtre, peu importe. Donc là, je mets en place mon filtre. Si jamais je commence à filtrer mes nombres, par exemple, je vais mettre un filtre par condition, je ne vais afficher que les valeurs qui sont supérieures à 50, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer? Mon filtre va venir modifier un petit peu la liste. Alors, je crois que je l'ai pas mis en compte. Si, c'est bon, ok, il faut juste que je clique sur OK, voilà. Et donc là, en fait, ça va afficher uniquement les valeurs qui... Alors, je vais rafraîchir. Voilà. Ça va afficher uniquement les valeurs qui sont supérieures à 50. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il m'affiche un 5 ici.
Il y avoir un souci dans ma condition. Je vais essayer supérieur à 55 par exemple, on va voir. Ok. Je sais pas pourquoi il m'affiche des nombres inférieurs. C'est bizarre. Bon, soit, c'est pas le sujet, mais en tout cas, là, on va avoir moins de valeur supérieure à 55. Je comprends pas pourquoi il me fait ça. Peut-être filtrer par valeur, je vais le faire ici. Ok. Bon, c'est censé fonctionner, je sais pas pourquoi ça fonctionne pas dans ce cas de figure. Mais là, par exemple, je vais enlever un certain nombre de valeurs. Tout ce qui est ici, cela, voilà. Je vais afficher uniquement un certain nombre de valeurs. À cause d'Aléa. Ouais, je pense que c'est à cause d'Aléa, effectivement. Et donc, là, Aléa va encore me faire un petit caca nerveux, donc ça va pas aller. Ça va pas aller, ça va pas aller. Comment est-ce que je pourrais afficher ça? Ok, j'ai une idée. Je vais prendre ces valeurs-là, je vais les copier et je vais les mettre en brut. Donc là, ce sont plus des aléas, ce sont vraiment des valeurs écrites en brut, en dur. Et donc là, si je mets une condition, donc supérieure à telle valeur, à 40 ou quoi, par exemple, je fais ça va trier mes valeurs et je ne sais pas pourquoi ça cache mes formules que j'ai mis ici. Ah bah oui, parce que ça enlève la première ligne. Alors du coup, je vais mettre une valeur supérieure à 50. Tu vois, en fait, il faut pas que tu mettes tes formules dans la même ligne que ton tableau. Mais là, admettons que j'ai une valeur supérieure à 50. Ok. Maintenant, j'ai bien ma condition, donc supérieure à 40 par exemple, peu importe. Je vais faire OK. Du coup, en fait, ça va me détruire, et encore une fois, je ne sais pas pourquoi ça ne le fait pas, mais bon, soit, ça va m'enlever des valeurs ici. Si j'avais utilisé des fonctions somme, moyenne, nbval, etc. classiques, en fait, il me ferait que le calcul des valeurs qui sont là, qui sont visibles. Alors que, non, justement, des valeurs qui sont visibles et pas visibles. Donc, il va me calculer toute ma plage. Alors que les fonctions sous-totales ne vont prendre en compte que les valeurs qui sont visibles. Je ne sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre. Mais en gros, là, si je fais, je vais enlever le fit par condition qui est bizarre, mais si je fais, par exemple, j'enlève toutes ces valeurs-là, hop, ok, c'est clair, top. Ouais, donc en fait, sous-total va vraiment calculer uniquement avec les valeurs visibles. Là, si je quitte mon filtre, regarde, je suis sur le filtre, j'ai un certain nombre de valeurs ici, et j'ai des calculs qui ont été faits avec sous-total. Si je quitte mon filtre, automatiquement, ça va mettre à jour sous-total par rapport aux valeurs qui vont réapparaître. Donc c'est ça la différence entre sous-total et les fonctions classiques. Donc pour conclure, encore une fois, vous avez les codes promo Webi20 qui vous permettent d'avoir une promotion sur les e-books dispo dans la boutique. Donc profitez-en, il y a vraiment beaucoup de données très importantes dans tous ces bouquins, des choses qui peuvent vraiment vous aider à améliorer considérablement vos compétences sur Google Sheets. Donc allez-y, Webi20, moins 20% sur tous les livres de la boutique. Ensuite, il y a le forum. N'hésitez pas à faire des topics dessus, à laisser vos petites problématiques ou même si vous avez juste une remarque, des suggestions, si vous voulez aider la communauté, vraiment c'est très apprécié. N'hésitez pas à le faire sur le forum directement. Et également à laisser un avis sur Google My Business si ce webinaire vous a plu. Ça nous aide énormément. Et ça fait plaisir. Donc ça va vraiment nous aider. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Donc n'hésitez pas à le faire. Ensuite, les différents liens, évidemment, qui redirigent vers nos différentes plateformes. Donc, on a notamment la chaîne YouTube, Numéritube, où vous avez pas mal de contenu gratuit, toujours et encore, donc profitez-en. Également, le site Numéricoach, vous allez pouvoir voir plus d'informations concernant notre entreprise, Numéricoach, notamment les formations que nous proposons, les services, etc. Et je vois que Mathilde a déjà partagé le lien SoundCloud qui redirige vers les podcasts. Et évidemment, le Numériblog où vous allez retrouver plus de 2000 articles avec vraiment beaucoup de pépites, beaucoup de données, d'informations qui pourront vous aider vraiment à être toujours plus compétent dans l'écosystème Google et à mieux performer à ce niveau-là.